Bonjour coach Jamblé. Bonjour Alice, comment tu vas? Ça va bien, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle donc de comment gérer le stress en période d'examen. On sait tous, hein, on est passé par là. Le mois de juin, quand ça arrive avec un peu de pluie, ce sont les signes annonciateurs des examens, mais aussi cela vient avec un flot de beaucoup de sentiments, notamment le stress du fait de plusieurs facteurs. Généralement, comment on va définir d'abord le stress en milieu éducatif et ses différentes incidences sur les élèves selon plusieurs profils? Alors, le stress, on peut simplement dire que c'est naturel parce que c'est un stimuli. Donc, c'est le stress qui nous permet d'accélérer, de ralentir, etc. Je vois un peu quand tu traverses la route et qu'il y a un véhicule qui vient, lorsqu'il klaxonne, c'est le stress, le flot là qui monte, qui te permet d'accélérer et de courir, traverser. Mais il y a des niveaux, en fait. Donc, il y a le niveau 1, le niveau 2, qui est le basique pour tout le monde, et c'est d'ailleurs apprécié. Mais le problème, c'est que pour la mémoire, pour l'apprentissage, lorsqu'on arrive au niveau 4, 5, 6, 7, ça devient un danger. Donc, je ne sais pas si c'est arrivé, hein, à l'école, on dit interrogation. Ah ben, à tout et puis, monde. tu dis, ah, là, je suis foutu. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on donne l'interrogation, tu sens que l'interrogation n'est pas compliquée. Mais malheureusement, tu as tout oublié. Oui, c'est important. Et c'est dans la correction que tu te rappelles. Tu dis, mais ça, j'avais étudié, mais pourquoi j'ai oublié? Effectivement, le stress arrivé au niveau 5, il a effacé les informations dans la mémoire. Donc, on pourrait dire que le stress est la gomme de la mémoire lorsqu'elle a un certain niveau assez élevé. Et c'est ce stress-là qu'on ne souhaiterait vraiment pas que nos petits frères et petites sœurs encore élèves puissent manifester à l'orée de ces examens-là. Comment déjà ils peuvent définir le stress ou les attitudes qu'ils vivent pour pouvoir effectivement édulcorer cette pression? Alors, il faut d'ailleurs reconnaître que dans le cas des préparations d'examen, c'est d'abord la peur. La peur d'échouer, la peur de ne pas finir les révisions à temps et la peur d'être soumis à un sujet que peut-être on n'a pas vu. Là, par exemple, depuis la semaine que je suis passée, nous avons commencé à faire une campagne dans les établissements, que des classes de 3e terminale. Nous faisons des formations avec eux pour les préparer psychologiquement à affronter les examens. Mais la plupart des élèves vous disent, monsieur, quand on réfléchit au fait qu'il faut retenir au premier semestre, aller bosser tout ce qu'on a vu là, jusqu'à la fin du 2e semestre, parce que le truc, c'est qu'ils ont oublié déjà le premier semestre. Ça, c'est une certitude. Ils ont oublié le début du 2e semestre. Donc, ils se rappellent que des 4 dernières leçons. Mais pourquoi cette carence et cette sélection, on va dire, de mémorisation de ces élèves-là à l'approche des examens? Comment on peut expliquer le phénomène? Oui, déjà, il y a un problème, hein, dans les écoles. Aujourd'hui, les enfants ont un gros défi de concentration. Alors, si on n'est pas concentré, on ne peut pas mémoriser. Parce qu'on est d'abord attentif, ensuite vient la concentration, et c'est après la concentration que vient la mémorisation. Comment expliquer ces trois phases-là? D'accord, très bien. Alors là, nous sommes en train de faire une émission. L'attention est définie comme la capacité de fixer son regard ou d'écouter quelque chose de façon volontaire. Donc, moi, je veux écouter ce que tu es en train de me dire. Je te regarde d'abord. Donc, je porte mon attention volontairement sur toi. Au fur et à mesure que je serai en train de te regarder, donc en train de regarder tes gestes, écouter en même temps, ensuite va venir la concentration. Maintenant, ce qui va arriver, comme je mémorise, donc je retiens ce que tu me dis et les gestes, ce qui va se passer, c'est qu'à 23h30, à 23h30 ou 23h45, pour certaines personnes, le cerveau, il fait un autre travail. C'est qu'il va déplacer les informations de la mémoire à court terme. Donc, c'est cette mémoire-là qu'on utilise en ce moment. Et à partir de 23h45, 24h, elle va transférer les informations sur ce qu'on appelle la mémoire à long terme. C'est le disque dur de la mémoire. C'est là-bas qu'est stocké les informations pour ne pas qu'on oublie. Mais le problème avec ça, c'est que dans le transfert d'informations, il est très rigoureux. Le transfert est très rigoureux. Donc, on va me demander qu'est-ce que Alice disait. Si, par exemple, je ne me rappelle pas mot pour mot tout ce qu'elle a dit, au moins les gestes me permettent de pouvoir ajouter à l'information que je vais retenir. Donc, les gestes vont me permettre de compléter l'information que tu es en train de me donner. Et c'est ce qui va faire qu'il suffit de me rappeler du geste de Alice, l'information vient. Mais si l'information est cassée et que je n'ai pas regardé, donc je n'ai pas regardé les gestes, etc., c'est difficile. Aujourd'hui, vous allez dans les écoles, les élèves se mettent à bavarder.
Ils ne comprennent pas qu'il y a un impact sur eux. Donc, ils ont l'impression de comprendre le coût, mais déjà, même quand ils viennent à la maison, ils commencent à faire les révisions. Ils se rendent compte qu'il y a des parties d'informations qu'ils n'ont pas, et du coup, ils ne peuvent pas mémoriser durablement. Et cette succession d'étapes qu'on vient d'expliquer là, on a un indicateur 23 heures, c'est vraiment tard la nuit. Scellé à la situation, sinon à la réalité des révisions. C'est pas un peu incité au fameux décapi? Justement... Si c'est là-bas que se loge... Non, justement, c'est pour cette raison qu'on ne doit pas faire le décapi. J'explique. C'est-à-dire, de 4 heures du matin... tout de suite s'asseoir à 23 heures. De 4 heures du matin à 23h30, toutes les informations qu'on a sont emmagasinées sur ce qu'on va appeler le 10 à court terme. D'accord. À partir de 23h45, 24h, le cerveau va faire un autre travail. Donc, c'est un peu comme il y a une maintenance de notre cerveau. Donc, là, en principe, on doit être en train de dormir. Et le cerveau, il va trier les informations, les stocker sur la mémoire à long terme, et puis il va vider la mémoire à court terme. C'est ce qui fait que le matin, quand tu te réveilles, et en tout cas quand tu as bien dormi, quand tu te réveilles, tu as l'impression que tu es capable d'apprendre beaucoup de choses. Donc justement, pour ne pas être stressé, il faut dormir. Là, aujourd'hui, on comprend que nos chers petits frères sont en train de faire les décapis. Oui. Le problème, c'est que quand tu fais le décapi, tu dis à ton cerveau, ne transfère pas les informations. C'est justement pour ça aussi qu'ils oublient. Le matin, quand l'examen se présente. Voilà. Donc, on ne stocke, le cerveau ne fait pas ce transfert-là. Donc, on a bloqué un processus du cerveau. Donc, les informations vont rester dans la mémoire à court terme. Mais le problème avec ça, c'est que le matin, tu as l'impression que tout ce que tu as bossé est là. Mais c'est un peu comme le téléphone qu'on a. On a une mémoire de stockage pour les numéros. Ton téléphone peut te dire que je prends, par exemple, 1000 numéros. Lorsque tu arrives à 1001, il te demande de supprimer certains numéros en bas pour que ceux du haut puissent rentrer. Oui. Donc, effectivement, le matin, quand tu commences à apprendre, les informations entrent dans la mémoire à court terme, elle se sature. La mémoire à court terme, elle sature. Donc, les nouvelles informations vont venir et les anciennes informations vont s'effacer. Et ce qui va faire que, bien entendu, on va oublier. Donc, ceux qui font des capis, ils savent que généralement, vers 14 h, non seulement ils sont fatigués, mais ils ont tout oublié, tout ce qu'ils ont étudié la veille. Mais finalement, la capacité de stockage de toutes ces informations, avec la multitude de matières à assimiler, comment gérer pour pouvoir être performant? Alors, c'est le sens de notre caravane de formation en ce moment. Parce que ce qui arrive, c'est que là, en ce moment, nous sommes en retard sur les programmes, sur le programme de préparation. Beaucoup d'enfants trouvent que la meilleure stratégie, ça sera donc de faire le par cœur. Mais le problème avec ça, c'est que, par exemple, quand vous regardez philosophie, un seul coup peut vous prendre 7 pages. On va en histoire, on a bipolarisation. Le seul coup qui prend un trimestre, carrément. Donc ça, comment on fait le boileau avec? Donc la stratégie, c'est de décomposer les difficultés. Je vous prends un exemple pour les mathématiques. Beaucoup d'enfants, en ce moment, sont en train de faire des exercices de mathématiques. Mais si vous regardez, ils vont se retrouver à faire 4 heures sur un même exercice. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les composants de l'exercice. Donc, la propriété, ils ne connaissent pas. Ou même quand ils connaissent la propriété, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on dit angle adjacent, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la meilleure stratégie, c'est de décomposer les difficultés. Donc, par exemple, en mathématiques, je viens aujourd'hui bosser mathématiques. Je prends un chapitre. J'arrive sur mon chapitre, j'apprends aujourd'hui simplement la propriété et la formule. La propriété, c'est en français. Là encore, il y a un problème. Le gros problème aujourd'hui de nos élèves, c'est qu'ils ne comprennent pas français. Donc l'interprétation devient... L'interprétation devient difficile. Donc on n'arrive pas à voir en réalité la propriété en image. Donc, on parle d'angle, isocèle, tout ça, mais c'est comment l'angle isocèle. Donc la première chose, c'est de bosser la propriété. Mais généralement, la propriété, c'est 2-3 phrases. La formule est la forme mathématique de la propriété. Mais pour bosser ça, Alice, on n'a pas besoin de 2 heures. On a besoin de juste 30 minutes. Donc, ça réduit le temps. Mais une fois que j'ai maîtrisé ma propriété et ma formule, je suis capable de faire tous les exercices. Parce que j'ai bien compris. Donc, en principe, si j'ai compris la propriété, je vais comprendre comment est formulée la formule. Si j'ai compris la formule, ça veut dire que j'ai compris la propriété. C'est lié. Une fois que j'ai compris ça, je viens ensuite faire tous les exercices. Français, c'est la même chose. Vous verrez un enfant qui dit il vient étudier français, mais français, c'est vague. Il y a grammaire, il y a vocabulaire, il y a méthodologie, il y a dissertation, il y a résumé. Aujourd'hui, je viens sur le résumé.
J'apprends seulement le résumé aujourd'hui. Mais le résumé, encore, je le décompose. Quelles sont les étapes pour faire un résumé des tests? Donc, j'apprends d'abord la méthodologie et je prends des exercices, je fais seulement résumé, résumé, résumé. Ça peut paraître long, ce processus-là, mais il est efficace parce que le cerveau assimile les étapes et puisque le cerveau il est structuré, il permet bien entendu à l'enfant, à un certain moment, de pouvoir faire tous les exercices parce qu'il a compris comment est conçu les différentes propriétés et méthodes. Et justement, dans cette belle démarche d'apprentissage, comment établir une stratégie efficace de stratification d'apprentissage? On a beaucoup de matières. Des fois, il ne faut pas se le cacher, des fois on a même maximisé sur certaines matières en se disant que si la note est un peu plus élevée, même si l'autre note à côté est un peu plus basse, ça s'équilibre pour pouvoir passer l'autre. Parce que c'est ça le plus important, avancer. Et donc, comment établir une bonne stratégie pour stratifier sa révision? Magnifique, c'est une très belle question. Alors, il y a ce que nous, on appelle le plan d'action de révision. C'est un programme de travail. Aujourd'hui, est-ce que nos élèves ont un programme de travail? Et dans ce programme de travail-là, il y a des principes à respecter parce que, tu sais, ce n'est pas facile de s'asseoir, étudier 4 heures, 5 heures, 6 heures en même temps. Ce n'est pas facile. Du coup, on a besoin de motivation pour apprendre. Mais comme apprendre est déjà difficile, il faut trouver toujours cette énergie-là qui revient nous mettre à niveau. Raison pour laquelle, dans la stratégie du plan de travail, on demande aux élèves, par exemple, de s'attaquer à toutes les matières qui sont intéressantes, qui les inspirent. Et pour illustrer, on peut prendre le cas d'une voiture. La voiture, quand elle démarre, elle n'est pas en vitesse. On passe d'abord la première vitesse. La voiture va lentement, jusqu'à ce qu'on arrive à la 3e vitesse et elle commence à filer. Mais quand elle démarre en première et qu'il y a un trou, la voiture est obligée de négocier avec le trou pour passer. N'est-ce pas? Mais si elle est en 4e vitesse, en 5e vitesse, elle est en plein, souvent on rase le trou. Oui. Le trou, ce sont les matières. La voiture, c'est le cerveau. Alors, cela veut dire que le cerveau a besoin d'un élan pour attaquer ce qui est difficile, qui est le trou. Donc, du coup, on demande aux enfants de commencer par les matières qui les inspirent. Généralement, quand on fait quelque chose qui nous inspire, on est passionné, on est heureux. Souvent, si c'est mathématiques ou français, quand tu finis, tu encadres le résultat, tu dis hey, non, pourquoi je suis fort comme ça? En fait, ça te motive. Donc, on demande aux enfants de commencer par ce genre de matière-là pour donner l'inspiration au cerveau. Une fois qu'on a attaqué une matière dans laquelle on comprend mieux, on va attaquer maintenant une matière difficile. Qu'est-ce qui va se passer? La motivation qu'on a eue dans l'autre matière va nous permettre de pouvoir venir travailler la matière difficile. En ce moment, on a la motivation, donc on comprend plus facilement les choses. Mais si on reste sur cette matière-là, arrivé à un certain moment, la motivation va descendre. Comment répondre? On va réattaquer encore avec une matière dans laquelle on a moins de difficultés. Donc, matière où je suis bon, matière je ne suis pas bon, matière je suis bon, matière je ne suis pas bon. Et terminer toujours le programme par la lecture. Donc, on dresse comme ça le programme. Et comme je l'ai dit, dans chaque matière, on a écrit mathématiques, mais mathématiques, on va décomposer. Aujourd'hui, il fait mathématiques, il fait propriété, formule seulement. Demain, je viens, il fait exercice de ce que j'ai appris. Aujourd'hui, il fait français, mais il fait grammaire. J'apprends un point de grammaire. Je fais anglais, aujourd'hui, je fais propriété, c'est précis. Donc, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de choses en même temps à étudier, mais on est efficace dans notre révision. Et cela est valable pour tout type de profil d'élèves, parce que ici, en votre compagnie, on a pu déceler les différentes personnalités des élèves. C'est la même chose pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde utilise la même méthode. Tout le monde utilise la même méthode, parce que la grosse difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est comment on arrive à assimiler ce flot d'informations-là. Or, quand il est décomposé, ça nous permet bien entendu de prendre des petits bouts et de comprendre. D'ailleurs, quand je comprends aujourd'hui une propriété et une formule, je suis motivé et dis, ah, c'est qui mathématiques, elle peut comprendre. Ouais, donc c'est adapté vraiment à tous les profils. Et comment ranger tout ceci dans le temps? Parce que, bon, nos petits frères diront, ah, ben pourquoi c'est maintenant? Ils nous partagent ces informations quand l'examen, c'est déjà dans quelques semaines. Comment imbriquer tout ceci, ranger dans le temps pour pouvoir quand même rattraper si on a un retard ou si on est dans la bonne voie? D'abord, il faut faire son programme. Il faut faire son programme. Maintenant, vu le temps qui nous reste, on va évaluer comment est-ce qu'on accélère. J'ai dit tout à l'heure que dans le programme, je vais mettre, par exemple, mathématiques, propriété et formule aujourd'hui. Et demain, faire l'exercice. Mais si le temps n'est pas long, je vais peut-être faire propriété, formule aujourd'hui, matin, et le soir, revenir sur les exercices. Donc, tout va dépendre du temps qui nous reste et tout va dépendre du niveau de difficulté qu'on aura rencontré dans chaque matière.
Et à partir de là, à ce niveau, c'est vrai que là, on donne un planning bien précis, efficace à appliquer pour avoir des résultats. Mais on a quelques petites autres astuces aussi qu'on peut partager pour rester serein et ne pas avoir trop peur. Déjà, ça se dit que on n'est pas parti pour échouer. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Beaucoup aujourd'hui sont là, quand tu demandes qui est le mindset. Donc, on se dit non, ça, il a déjà échoué. Il faut comprendre que quand on a peur, la peur suscite le stress. Le stress commence à effacer les informations. Et ça, c'est capital. Généralement, quand on fait les formations avec eux, quand on leur pose la question que je t'ai posée au début, ils disent « Ah, monsieur, ça, c'est vrai. Hein. Non, mais pourquoi on a oublié ?» Il dit « On a oublié parce qu'on a été stressé et que le stress l'est monté. » Ouais, donc, déjà, en période d'examen, il faut éviter les appels de dire « On a eu le pétrole. » Il faut éviter ça. Parce que si le pétrole tombe et que malheureusement, pour moi, je n'ai pas bossé le chapitre, c'est parti pour monter le stress. Même par exemple, comment gérer le stress un jour même avant l'examen. Aussi, oui. Ce qui arrive, c'est que beaucoup d'élèves ne savent même pas leur centre. Ils restent ce jeu à la maison. Et puis c'est le matin, on va aller chercher le centre. On va aller chercher la salle. Ça augmente naturellement le stress. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand tu vas dans un endroit que tu ne connais pas, ah, bien sûr. Tu es paniqué, tu te demandes, est-ce que c'est la bonne chose que je suis en train de faire? Et tu es obligé de demander, mais et tu as l'impression que tu es en retard, surtout quand, effectivement, tu es en retard. Oui. Vous voyez, donc la meilleure chose à faire, les parents doivent accompagner les enfants la veille. Aller savoir, connaître le lieu de là où l'enfant va composer. On va se rassurer qu'on a tous les documents. Convocation, stylo, crayon à papier, gomme, ensemble décimètre, dans un trousseau fermé. On est sûr qu'on a ça. Donc la veille, on va aller, on va savoir aussi notre salle. Le jour de l'examen, vous savez, l'examen se joue pendant les premières 15 minutes. Et là, c'est une méthode inédite parce que ça fait 5 ans que je partage avec les écoles que je suis. Ça donne un résultat exceptionnel. Quand vous donnez votre feuille de l'examen, généralement, quand vous prenez la feuille, supposons que ça, c'est ma feuille, je prends la feuille et je commence à lire. La première question, si elle est facile, c'est intéressant pour moi. Si je lis la deuxième question et qu'elle est difficile, généralement, on dit « faites ce que vous savez faire ». Mais c'est faux. Si tu lis la troisième question, elle est facile parce que la question 2 est difficile, c'est pas sûr que tu puisses te concentrer sur la question 2, la question 3 qui est facile. Quand tu vas finir de lire et que tu vas revenir sur la question 1, l'exercice 1 qui est facile, sérieusement, tu as tout oublié. Donc, quelle est la méthode? Dès que vous recevez votre feuille, vous retenez la feuille, vous ne lisez pas. Vous prenez votre feuille de brouillon. Dans chaque matière, il y a des choses qui sont difficiles à retenir ou qu'on pourrait oublier ça le plus vite possible lorsqu'on est sous pression. Ces choses-là, prenez votre brouillon, crayon à papier, vous écrivez sur votre brouillon. Première chose. Ensuite, quand vous finissez, vous prenez votre feuille de copie, vous lisez l'exercice 1. Dans tous les cas, on a toujours un brin d'information sur un exercice, toujours. Souvent, on veut se rassurer, c'est ça ou c'est pas ça. Dans le cas des examens, on ne se rassure pas de ça. L'information qui me vient, j'écris ça dans la marge, dans l'exercice 1. L'exercice 2, je lis tout ce qui me vient à l'esprit. C'est un exemple, c'est une méthode, c'est une formule, j'écris. Si on suit cette étape-là, on va se rassurer que dès qu'on va arriver à la fin de l'exercice, quand on prend notre brouillon, on prend notre feuille d'exercice, en réalité, on a la moitié de notre cahier. Très bien. Donc, on revient maintenant sur l'exercice 1. Les informations qu'on a écrites dans la marge, plus ce qu'il y a sur le brouillon, quand on regarde, forcément, on va trouver des outils là-dedans pour pouvoir traiter nos exercices. Merci infiniment, Monsieur Fréjus Zamblé, coach en éducation et en plusieurs autres domaines pour ces bons petits secrets, ces topos-là, pour aider nos petits frères à pouvoir amorcer cette période d'examen avec sérénité. C'est sûr que le taux de réussite doit augmenter. Nous, on a fait notre part. Merci.